D'abord le factuel, William T, parce que c'est, l'autorité du ministre de l'Intérieur qui est, en question dans cette affaire. Oui, il faut se rappeler notamment dans cette affaire que le ministre avait le choix entre deux solutions. La voie administrative, qu'il a privilégiée en faisant une expulsion administrative, et la voie judiciaire. Le ministre de l'Intérieur a fait une erreur, je pense, parce que la voie judiciaire est plus simple en fait à mettre en œuvre, et le juge judiciaire accepte plus facilement de prononcer une obligation de quitter le territoire quand on passe par une obligation, quand c'est analysé par le juge civil. La difficulté qu'il a maintenant, c'est qu'en fait, il a déposé un recours, mais son mémorandum et son mémoire de recours étaient insuffisants et qualifiaient mal les faits dans la mesure où, en fait, l'imam Iqoussen on lui demandait de quitter le territoire pour différentes raisons. Ses propos homophobes, ses propos contre les femmes et ses propos antisémites. Et ce que doit juger le Conseil d'État et le juge administratif, c'est est-ce que ces propos sont assez graves en contrebalancement avec le fameux article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme qui impose le respect de la vie familiale et de la vie privée. Et en l'occurrence, malheureusement, je pense, et c'est mes souvenirs de droit administratif, que malheureusement, en raison de la jurisprudence constante du Conseil d'État, il ne sera pas expulsé s'il n'y a pas de nouveaux arguments. La difficulté, c'est que c'est une affaire qui est privée et qui n'est pas publique, et donc du coup, on ne sait pas si le ministère de l'Intérieur a apporté de nouveaux éléments, notamment sur les questions de délit d'islamisme, notamment sur sa connexion avec les frères musulmans, ou s'il y avait éventuellement des liens terroristes, notamment pour cet imam. Et s'il n'y a pas de nouveaux éléments, vraisemblablement, le Conseil d'État confirmera la décision du tribunal administratif. Maintenant, moi, je vois deux solutions et deux enjeux qui vont se poser à nous. Si le Conseil d'État valide la décision du tribunal administratif, c'est-à-dire que cette décision fera jurisprudence. C'est-à-dire que pour toutes les expulsions à venir, eh ben, on va analyser le fait que si la personne qui est victime d'une obligation de quitter le territoire, eh ben, on respecte sa vie familiale et privée. Et dans ce cas de figure, est-ce que la France pourra encore expulser dans les années à venir et dans les mois à venir d'autres personnes dans cette situation? Le deuxième point, c'est qu'il faut nommer les choses. Eh ben, Gérald Darmanin a joué un peu de l'hypocrisie. Et donc, du coup, se pose la question, est-ce qu'on doit créer ou pas un délit d'islamisme? Et se posera la question de la proximité. Est-ce que les frères musulmans sont compatibles avec la République française? Si d'aventure, comme vous le développiez tout à l'heure, William T, l'imam n'est pas expulsé, est-ce que cela pourrait fragiliser la position de Gérald Darmanin? Je pense qu'on peut toujours sortir et c'est dans les crises qu'on voit les grands hommes. Si Gérald Darmanin veut vraiment agir contre l'immigration et l'islam politique, il faut qu'il prenne deux lois précises. Une loi sur l'immigration qu'Emmanuel Macron et Elisabeth Borne ont refusée, notamment pour lutter contre les effets néfastes de cette éventuelle jurisprudence et de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. Et une deuxième loi, parce que c'est le sujet qui est inscrit sur votre bandeau, une loi pour vaincre le totalitarisme islamique. Je pense que nous avons une menace, et c'est un défi civilisationnel du XXIe siècle pour la France et pour tout le continent européen, c'est quelle réponse on prend face au totalitarisme islamique qui est une hydre et qui essaie de détruire et de démolir notre civilisation en faisant de l'entrisme de l'intérieur. Parce qu'en fait, on a occulté le véritable sujet. Le véritable sujet, et Marc Verneau l'a rappelé, c'est comment ça se fait qu'en France et dans d'autres pays européens, on ait des imams, des prédicateurs qui sont éventuellement financés par l'étranger, qui agissent sous le joug des puissances étrangères et qui viennent convertir des jeunes musulmans français sur nos territoires et qui participent en fait à la détérioration de ce qu'on appelle les territoires perdus de la République. Vous avez des jeunes qui sont soumis soit à la loi des gangs, sur la question des trafics de drogue, etc., soit à la loi du grand frère, comme le rappelait l'islamologue Gilles Kepel. Et face à ça, on doit lutter contre le totalitarisme islamique qui repose sur deux volets clairs. On doit lutter contre les puissances étrangères, notamment qui envoient ces imams et qui financent nos mosquées et qui essaient de faire de l'entrisme pour perturber la civilisation française et pour faire de l'entrisme à l'intérieur afin de provoquer une révolution et une instabilité politique. C'est le cas de Erdogan, c'est le cas de certains pays du Maghreb, c'est le cas de certains pays du Golfe. Et pour ça, Emmanuel Macron, on aura le sujet en Algérie, il doit avoir une ligne qui soit très claire et de fermeté. Tout pays qui veut faire de l'ingérence sur le territoire français aura des sanctions diplomatiques, des sanctions économiques, voire plus de la part de l'Union européenne et de la France. Et il faut qu'il appelle tous les États membres de l'Union européenne à prendre le même type de décision que lui, comme les États-Unis d'Amérique. Ensuite, il y a un sujet qui est intérieur. C'est on doit expulser tous les imams et tous les prédicateurs. On ne peut pas laisser 50, c'est le chiffre que vous évoquez, maintenant 70 à 74, des jeunes musulmans qui pensent que la loi de la charia est supérieure à la loi de la République. C'est une question de stabilité et c'est une question de compatibilité avec la civilisation française. Et toutes les organisations étrangères qui participent à ce type de décision doivent être déclarées incompatibles avec la République française. C'est le cas notamment du salafisme, du wahhabisme et des frères musulmans. Et toutes ces organisations, si par cas il y a un imam qui serait lié à cette organisation, serait automatiquement sous le complice, et c'est un article du Code civil qui le permet de le faire, de complicité et d'intelligence avec l'ennemi, ce qui nous permettrait de les déclarer, de déchoir leur nationalité et éventuellement de les expulser de notre territoire. Si vous faites ce type de décision, et si par cas Gérald Darmanin prend ce type de décision, il en sortira renforcé parce qu'il se dira, même
même face aux juges et même face au carcan administratif, idéologique et législatif, j'ai réussi à faire modifier la loi pour agir sur le réel des Français. Là, il peut s'en sortir. William T, moi j'aimerais vous entendre sur cet événement qui s'est déroulé à Sevran, où on se dit on fait le constat, on en fait même un postulat chaque jour, mais le problème ne se règle pas. Non, en fait, au départ, on était sur une question de haine anti-flic dans les années 90, au début des années 2000, et la haine anti-flic est devenue une haine anti-France. Comme ça a été rappelé précédemment, en fait, tous les services publics et tous les dépositaires de l'ordre public et d'autorité de l'État sont attaqués. Vous n'avez pas uniquement les policiers, vous avez les médecins, les pompiers, et donc tout... la justification faite par une certaine idéologie qui visait, en fait, les policiers sont attaqués uniquement parce qu'ils font des contrôles aux faciès, etc., et qui contestent la présence et qui se comportent mal avec certaines personnes, a été battue en brèche par le fait qu'on ait multiplié les agressions contre les élus, les médecins, etc. Moi, je pense qu'il faut agir sur 3 volets. La reconquête, la destruction et la reconstruction. La reconquête, il faut proclamer l'état d'urgence au niveau local pour permettre en fait aux forces de l'État de pouvoir intervenir immédiatement et en dehors du droit commun, comme François Hollande l'a fait au lendemain des attentats du 13 novembre 2015, ce qui avait permis de saisir plus de 5000 armes et d'expulser des tas de personnes qui étaient contre la République et contre l'ordre français. Le deuxième point, une fois qu'on a opéré cette reconquête, c'est la destruction. Parce que tant qu'on gardera ces paysages et la situation actuelle, on n'arrivera pas. C'est-à-dire qu'on aura nettoyé une fois, mais de toute façon, le même mal reviendra. Donc il faut nettoyer ces territoires, démolir les tours et revoir le paysage urbain pour reconstruire en fait le façonnement de ces quartiers et de ces villes. Et ensuite après on arrivera sur le troisième point qui est la reconstruction, parce que si on nettoie et ensuite après on démolit, on arrive comme en Irak et en Afghanistan et on opère une reconstruction à travers l'école, à travers des services sociaux et en proposant un modèle qui est plus attractif que la loi des gangs et la loi du grand frère. Et une fois que vous faites ça, on arrive à une situation. Mais je pense qu'on ne dit pas la vérité aux Français, parce qu'en fait, ce plan va prendre entre 5 et 10 ans. C'est ce qu'a fait notamment Giuliani à New York pour nettoyer les quartiers du Queens et du Bronx. Et il a mis en place l'impunité zéro qui a mis des tas d'années. Pour l'immigration, ce qu'il appelle, William T, l'immigration choisit la lutte contre l'immigration, mais effectivement des accords avec l'Algérie pour pouvoir autoriser des Algériens qui seraient cooptés en quelque sorte pour pouvoir venir sur le sol français. C'est un bon point de départ, seulement ça ne permettra pas de résoudre en profondeur la difficulté qu'on a sur l'immigration non choisie et subie. Donc du coup, je pense que ce qui est indispensable, c'est de pouvoir reprendre le contrôle de la politique migratoire en révoquant des accords qu'on avait passés dans la mesure où ils sont plus d'actualité, notamment la suite des accords d'Évian et les fameux accords entre la France et l'Algérie de 1968. Tant qu'on ne viendra pas sur cet accord, on n'arrivera pas à limiter l'immigration en provenance d'Algérie. Évidemment, ça ne veut pas dire qu'on ne recevra aucune immigration en provenance d'Algérie. Tous les Algériens qui veulent venir en France et qui apportent sur 2 principes, l'intérêt national et l'assimilation à la culture française, sont les bienvenus. Seulement, avec l'accord de 68, en fait, les Algériens peuvent venir en France de façon quasiment automatique, et c'était la suite des processus de décolonisation suite aux accords d'Évian qui permet en fait à chaque Algérien de bénéficier de tous les droits, c'est-à-dire regroupement familial et tous les accords qui permettent d'avoir des certificats de résidence, des permis de travail, etc., qui nous empêchent en fait d'agir concrètement. Ça, c'est le premier élément. Ensuite, après, on a un deuxième sujet qu'Emmanuel Macron essaye de résoudre depuis la campagne présidentielle, c'est la question des expulsions, sur l'application des obligations de quitter le territoire, notamment sur les questions de laissez-passer consulaire. Et là, on a besoin de négocier un pacte avec l'Algérie. Et pour moi, le pacte doit être le suivant. Emmanuel Macron négocie le gaz et négocie les accords d'immigration en même temps. L'Algérie a besoin d'argent, notamment parce que le pouvoir militaire a besoin d'emprise sur la société et donc ils ont besoin des devises étrangères. Et pour ça, on doit passer un deal comme les Britanniques l'ont fait avec certains pays d'Afrique et comme le Danemark l'a passé avec certains pays d'Afrique. Le deal est le suivant. On vous aidera à développer, mais en échange, on a besoin de 2 choses. Que vous repreniez les clandestins et que vous donniez du gaz. Si par cas on respecte ça, on vous donne de l'argent. Et si vous partez sur ce type de relation, vous êtes plus sur la relation de repentance, mais sur une relation uniquement d'égal à égal, comme 2 pays qui font un accord commercial. Le président l'a dit tout à l'heure, vous vous trompez complètement, moi je ne viens pas pour le gaz. Les Italiens et les Allemands sont déjà passés par là, en effet. Mais ils semblent nous rassurer puisque les réserves sont là, pour les Français. Il faut être précis. En fait, on n'a pas besoin de beaucoup de gaz, mais on a besoin de les centrales nucléaires sont alimentées par 20% de gaz. Donc implicitement, en fait, on a besoin de gaz pour faire tourner nos centrales nucléaires. Et donc, je ne suis pas sûr que ces chiffres sont totalement exacts. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que si effectivement la France est moins dépendante au gaz, notamment en raison de son mix énergétique qui est basé sur le nucléaire, et ben en fait, l'Union européenne en a besoin. Et ce que joue Emmanuel Macron, notamment avec les pays du Maghreb et les pays du Golfe, c'est qu'il doit alimenter l'Union européenne sur la question du gaz, parce qu'en fait, l'Allemagne est très dépendante. Si par cas, on n'a pas de gaz, l'économie allemande s'écroule, et le choc de l'écroulement de l'économie allemande aura des répercussions en France. Donc c'est plutôt un effet indirect sur la question du gaz. Il y a un autre enjeu que je vois sur la question énergétique,
C'est en fait globalement, c'est est-ce que l'Allemagne et l'Italie et les autres pays européens ont le poids diplomatique nécessaire pour négocier avec les pays du Maghreb et les pays du Golfe. Ils ont uniquement une relation commerciale avec eux, ils n'ont pas de relation militaire. Nous, la France, l'avantage, c'est qu'on a une armée qui est la première armée d'Europe, et donc du coup, on peut négocier d'autres choses, en fait, notamment sur la question de l'approvisionnement et la sécurisation des voies commerciales. Et notamment, il y a un autre point qui se joue implicitement, c'est la question de l'alimentation avec la guerre en Ukraine. Et donc, en fait, c'est pour ça qu'on pense que le sujet est complexe, c'est parce qu'en fait, dans ces négociations-là, et c'est souvent le cas, souvent quand vous arrivez à une conclusion d'accord, on aura peut-être l'image, il part qu'il y a un accord qui est fait, mais vous arrivez avec des tas de parapheurs qui sont passés et des tas de dossiers. Et en fait, Macron va signer tous les dossiers parce qu'en fait, chaque dossier est interdépendant et chaque dossier permet d'en avancer un autre. Et c'est ça la clé. C'est pour ça que Macron dit que nous, on n'a pas besoin de gaz, mais en fait, on doit apporter du gaz à l'Italie et à l'Allemagne pour que l'Allemagne et l'Italie nous donnent autre chose en échange. Vous avez tout à fait raison. La description est exacte, mais on continue de marcher sur un fil car il faut rappeler que dans le conflit en Ukraine, les Algériens sont plus proches de la Russie. C'est des Ukrainiens et des Français. Et c'est pour ça qu'en fait, donc dans la relation, dans la négociation, c'est pour ça qu'en ça semble presque insoluble. C'est pour ça que je parlais de la question de l'armée, parce qu'en fait, est-ce que l'Allemagne et l'Italie, et notamment sur les questions alimentaires et d'armée, ont assez de moyens pour mettre en contrebalance la question du gaz? Maintenant, le gaz est devenu une ressource stratégique. C'est-à-dire que quand Vladimir Poutine va avoir certains pays, il va dire, bah écoutez, souvent, ils n'échangent pas uniquement des questions commerciales. C'est-à-dire que le gaz, vous ne l'achetez pas au prix réel, vous échangez en échange comme avec Poutine au Mali et sur certaines ressources, vous échangez le poids de Wagner et vous dites Wagner va stabiliser votre régime, etc. en cas de révolte. Et c'est ce qui se passe en fait. Et c'est pour ça que Macron est envoyé, au-delà de toutes les questions habituelles entre la France et l'Algérie, sur les questions migratoires, sur les questions de la poids d'histoire, c'est qu'en fait la France est l'un des seuls pays européens à avoir une politique globale qui est cohérente. Et dessus, on assume à chaque fois, comme c'est toujours le cas, tous les risques au niveau européen. Et par contre, quand nous, on est en difficulté, bah, les autres pays sont souvent aux abonnés absents. Et je pense que c'est là où Emmanuel Macron doit revoir la négociation avec les autres États européens. Parce qu'il se joue avec la question du gaz. C'est qu'en fait, nous, on prend des risques. Et on sacrifie une partie de nos atouts pour sauver le gaz allemand. Mais est-ce que l'Allemagne sacrifie ses propres atouts pour sauver la France dans les endroits où on est faible? Il est sur le sol algérien aussi. Il est aussi dans son rôle. Non, mais il est dans une phase de réconciliation avec le président. Remettre de l'huile sur le feu, cela semble quand même très, très délicat. Oui, non, de toute façon, on doit bâtir sur une nouvelle relation avec l'Algérie, parce que les Algériens et le pouvoir en Algérie souhaitent une nouvelle relation. Et pour bâtir cette nouvelle relation, en fait, il faut tirer un trait sur l'histoire. Il faut solder ce qui s'est passé. Ça veut dire qu'il faut que la France arrête de se comporter comme un pays. Mais la Commission, justement, peut-elle penser ses plaies, William T? Je pense que ce ne sera pas nécessaire. Je pense que ce sera pas nécessaire. Pas nécessaire. Non, parce que ça a été évoqué. Emmanuel Macron était quasiment pas né lors de la guerre d'Algérie, en fait. Et il le dit lui-même. Il le dit. Je ne suis pas du tout un enfant d'Algérie. Ma famille non plus. En tout cas, pas concerné directement par. On n'est plus dans cette situation où, à l'époque, Jacques Chirac avait fait son service militaire en Algérie, etc. On n'est plus dans ce type de relation. Et de toute façon, du côté algérien, c'est pareil. Mais Emmanuel Macron n'est pas complet. Si la France n'a pas de leçon à donner à l'Algérie, l'Algérie n'a pas de leçon à donner à la France. Il n'y a aucun pays qui ne doit pouvoir donner une leçon à la France, dans la mesure où nous sommes un pays souverain et seuls les Français sont en capacité de donner des leçons à la France. Il n'y a que les Français qui vont donner une leçon aux Français eux-mêmes. Je pense que c'est le sujet essentiel. Et pour bâtir une nouvelle relation, il faut solder le passé. C'est-à-dire qu'il faut que la France arrête de se comporter comme un pays ancien colonisateur. Et il faut que l'Algérie, et ça c'est l'élément important, il faut que l'Algérie arrête de se comporter comme un pays anciennement colonisé. Et tant qu'on n'arrivera pas à ce deuxième élément, qu'il faut que l'Algérie arrête de vivre, et Emmanuel Macron a raison, sur sa rente mémorielle, on n'arrivera pas à une nouvelle relation. Seulement, il y a plein de sujets qui se jouent. L'Algérie a beaucoup de ressources naturelles et cherche des pays auxquels ils peuvent vendre en fait leurs produits. Et donc l'Europe est un des bouchers naturels. Mais tant qu'on n'arrivera pas à une nouvelle relation commerciale, une nouvelle relation politique et une nouvelle relation diplomatique en repartant de zéro, je pense qu'il faut tirer un trait, en repartant de zéro avec l'Algérie, on n'y arrivera pas. Et ça peut passer notamment sur la nouvelle génération qui n'a pas vécu la guerre. Si vous permettez aux Anglais, demain aux Allemands et après-demain un Américain et puis le jour d'après un Italien, de dire oui, dans le fond, je suis pas sûr que la France soit une nation amie, mais ça rime à quoi? Mais c'est une position de faible. Emmanuel Macron aurait dû dire la France peut être l'ami du Royaume-Uni uniquement en fonction de votre politique et en fonction de nos intérêts qui sont communs, pas en se soumettant continuellement. Et c'est l'historique d'Emmanuel Macron depuis 2017. Quand vous vivez l'historique sur toutes les relations internationales et toutes les relations européennes, la France est humiliée continuellement par les puissances étrangères depuis 2017. Il a commencé son mandat en 2017 en invitant Donald Trump pour faire respecter les accords de Paris. Il l'a mis en avant au 14 juillet 2017. Et Donald Trump, en rentrant chez lui à Washington, a déchiré les accords de Paris. Et c'était une des premières humiliations d'Emmanuel
Emmanuel Macron. Ensuite, après, on a continué sur le Brexit. Il avait dit, Emmanuel Macron, le Brexit ne se réalisera pas. Boris Johnson et à l'époque Theresa May en paieront le prix fort. Au résultat, le Brexit est passé. Et puis au final, ce sont les pêcheurs français qui sont en train de payer la note. Emmanuel Macron avait commencé son mandat en disant à l'Union européenne, aux États membres européens, Emmanuel Macron, je suis le nouveau leader européen. C'était la fameuse une du Times. Et puis, je vais renégocier tous les accords européens, à commencer par les travailleurs détachés. Au final, il n'y a pas eu d'accord. Les autres pays d'Europe de l'Est ont dit, niet, Emmanuel, ta réforme des traités, on n'en veut pas. Il s'est fait marcher dessus. Vis-à-vis de l'Allemagne, il devait aboutir à un nouveau pacte, aboutir à une nouvelle relation entre la France et l'Allemagne. Et au final, c'est l'Allemagne qui bat la France à chaque fois. Et quand on prend ce qu'a fait Emmanuel Macron dans les pays du Golfe, au Liban, il était venu, il avait dit, vous allez voir, la France, elle est... La France, pardonnez-moi. Mais si, c'est le sujet. Non, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est qu'on a un leader étranger qui attaque la France. Macron répond, il a raison de répondre. Le sujet essentiel, c'est que quand Macron se fait attaquer, Emmanuel Macron se soumet aux puissances étrangères. Il a répondu. Non, il se soumet aux puissances étrangères parce qu'il est dans une situation de victime. Il essaie d'améliorer son image, quitte à sacrifier les intérêts français. Je vais reprendre sur la question du Liban. Quand on arrive au Liban et qu'on dit on va sauver tous les Libanais, la France a perdu sa puissance hégémonique et son influence au profit du Hezbollah. C'était pareil en Iran, c'était pareil dans les pays du Golfe, c'est pareil dans le Sahel, c'est pareil au Maghreb, c'est pareil en Asie. Sur tous les sujets, Emmanuel Macron avait dit. Non mais si je peux répondre. On a une tirade stalinienne. Mais si je peux. C'était le sujet numéro 1 du Times. Emmanuel Macron se fait élire et le Times dit. C'est pas le sujet. Macron peut devenir. Mais pardonnez-moi. On me demande. On laisse répondre Marc Varno. Le leader de l'Europe. On me demande de réagir au propos d'une politique anglaise qui met en cause l'amitié entre la France. Ni à gérer l'Europe, ni à gérer la France. Le sujet sur le Royaume-Uni, c'est une question d'intérêt. C'est-à-dire que depuis le Brexit, c'est ça. Non mais elle dit qu'elle veut juger sur les actes. C'est normal. Mais qui est-elle pour juger la France? C'est ça la question qui se pose. Et qui est-elle pour juger le président de la France? Elle n'est toujours pas. Elle n'est pas encore première ministre d'ailleurs. Elle n'est toujours pas première ministre. Et dans les sondages, elle devrait se méfier parce que les sondages mettent que si Parker Boris Johnson se représentait, elle serait devant elle. Donc malgré toutes les affaires, elle est quand même assez faible en termes de popularité, cette madame. Ensuite, après, il y a un deuxième sujet, c'est une question d'intérêt. Est-ce que là, on dit de base, quand vous entamez des négociations, quand quelqu'un vous attaque, vous dites le Royaume-Uni, quoi qu'il arrive, est notre ami. Vous démarrez très bien les négociations si elle arrive première ministre. C'est-à-dire qu'elle va arriver, elle sait très bien qu'Emmanuel Macron doit sortir du sujet du prochaine relation entre Londres et entre Paris en ayant des bonnes relations avec. Il y a une forme d'ironie dans la réponse d'Emmanuel Macron. Et vous croyez que ça va se jouer sur un plateau télévisé en même temps? Quand vous prenez les ensembles des sujets, quand vous regardez ce qui se passe au niveau des États, maintenant on est sur une question de rapport de force. Et pour se battre contre le Royaume-Uni, parce que les intérêts sont très divergents sur plusieurs questions économiques, notamment sur la question de la pêche, il faudra mettre un rapport de force. C'est ce qu'on attend d'Emmanuel Macron. Je laisse conclure Marc Varno. William T, avez-vous subi un choc d'attractivité? Non, et je pense que les enseignants ne l'ont pas subi aussi, parce qu'en fait... C'est quand même 500 € d'augmentation, les fameux 2000 € minimum pour les enseignants. Je vais expliquer pourquoi est-ce qu'il y a... Je pense que c'est une bonne décision, malgré tout, elle est incomplète et ça ne créera pas le choc, parce qu'en fait, l'éducation nationale est mal gérée. Il y a deux problèmes sur la question des enseignants. C'est les questions matérielles et les questions immatérielles. Sur les questions matérielles, les enseignants, en raison de leur qualification et de leur diplôme, sont mal payés et sont sous-payés. Et Pape Ndiaye a raison d'augmenter les salaires. Mais il faut savoir pourquoi est-ce qu'en fait les enseignants sont mal payés. Les enseignants sont mal payés parce que l'éducation nationale est mal gérée. À budget équivalent, on a le même sujet sur l'éducation et sur l'hôpital. On dépense à peu près le même montant par habitant que l'Allemagne sur les questions d'éducation et sur les questions d'hôpital. Malgré tout, sur ces deux domaines, les Allemands rémunèrent de 30 à 40% mieux leur personnel soignant et leurs professeurs. Et il y a un sujet, c'est de savoir pourquoi est-ce qu'on rémunère mal les enseignants français. Parce qu'en fait, on a choisi une mauvaise doctrine qui est qu'on a voulu avoir beaucoup plus d'enseignants, alors que les Allemands ont choisi d'avoir moins d'enseignants, mais mieux rémunérés, afin de mieux les conserver dans leur métier. C'est le sujet numéro 1. Le sujet numéro 2, c'est que sur l'hôpital comme sur l'éducation, on gaspille entre 25 et 33% de notre budget sur les dépenses administratives et d'infrastructures, alors que les Allemands les utilisent pour augmenter les salaires, pour améliorer les conditions de travail. Et il y a un deuxième enjeu que ne répond pas Pape Ndiaye, c'est l'enjeu principal. C'est sur la question de la quête de sens des enseignants. En fait, les enseignants, globalement, ont des difficultés à enseigner
parce qu'ils ont des problèmes, leur autorité est contestée à la fois par les élèves et également par les parents d'élèves. C'est-à-dire que l'autorité du professeur n'est plus la bonne parce qu'on a inversé la logique. Avant, c'était le maître qui était au centre du cours. Maintenant, c'est l'élève qui est au centre de la classe. Et c'est là où la principale difficulté. À partir du moment où l'enseignant peut être contesté, est-ce que si vous avez un bac+5 et vous remettez en cause votre savoir par quelqu'un qui a 8 ans, je ne suis pas sûr que vous voulez enseigner, surtout que c'est des problèmes de sécurité et que vous êtes agressé à chaque instant. C'est un des premiers sujets. Le deuxième sujet, c'est une question de doctrine. C'est qu'à la différence d'avant, les enseignants faisaient un métier qui était noble, c'était l'hussard noir de la République. Ils avaient vocation à permettre l'égalité des chances et la méritocratie pour l'ensemble des Français et des citoyens français. C'est-à-dire que quand vous avez le métier d'enseignant, vous disiez tiens, j'ai réussi à élever telle personne dans la société, j'ai réussi à élever tel gamin de famille pauvre. Aujourd'hui, selon l'OCDE, il faut 6 générations pour qu'une famille pauvre atteigne le revenu moyen. C'est-à-dire qu'il faut 120 ans. 120 ans pour sortir du revenu pauvre, pour atteindre le revenu moyen. C'est une véritable difficulté. Pourquoi ? Parce qu'on a mis en place le nivellement par le bas plutôt que le nivellement par le haut, la méritocratie. Et surtout, ce qui peut inquiéter quand même celles et ceux qui nous regardent, Marc Warneau, c'est que ces coupures d'électricité, voilà, vous êtes à la maison, c'est l'hiver, il fait froid. Certains se chauffent d'ailleurs avec l'électricité. Il faut être précis sur les coupures d'électricité. Moi, je pense que... Parce qu'on fait peur aux Français, vraisemblablement. C'est ce que dit le ministre Stanislas Guerini. Je peux même vous le faire écouter. Une coupure d'électricité. On a l'extrait qui est là, qui est prêt. Oui, il faut expliquer ce que c'est. C'est-à-dire qu'en fait, globalement... C'est quoi ? Vous allez me dire les heures creuses, les heures pleines, les heures creuses, c'est ça ? C'est une affaire d'heures pleines et d'heures creuses. Normalement, si on a par cas, les Allemands ont réussi à avoir du gaz, on aura assez d'électricité pour toute l'année. Et ce qui se joue essentiellement, c'est en fait, parfois on aura des questions de surcharge en raison de la maintenance de centrales nucléaires. Et donc on aura des coupures momentanées parce qu'en fait le réseau électrique, vous ne stockez pas l'électricité en fait. Et donc du coup, vous avez une production d'électricité et à certains moments d'heures creuses, enfin à certains moments d'heures pleines, pardon, et du coup vous aurez une surcharge parce que tout le monde doit... Mais la lumière va s'éteindre. Vous serez tranquillement installé chez vous en train de regarder ces news et puis hop, plus rien. Ce qui se joue, notamment pour le gouvernement, c'est est-ce qu'on est capable de produire plus d'électricité, soit en importer, c'est le premier élément, et c'est ce qu'ils essayent en faisant un deal avec l'Allemagne pour importer de l'électricité ou relancer les centrales nucléaires. Le deuxième élément qui se joue, c'est notamment en fait que les Français ne consomment pas au même moment, et c'est pour ça qu'on a tout le débat depuis le début de l'été, que Emmanuel Macron appelle au rationnement. C'est qu'en fait, il veut que les Français ne consomment pas au même moment, parce que si tous les Français mettent notamment leur machine à laver au même moment, on aura une surcharge. C'est impossible, les Français sont chez eux le soir, la nuit pour dormir, le matin après ils travaillent. Je suis d'accord, c'est là où on a un sujet essentiel, mais le sujet qui est clé, c'est qu'en fait on le sait depuis longtemps, c'est qu'on vit ce qu'on appelle le troisième choc pétrolier ou le troisième choc énergétique comme en 71 et en 79, et le gouvernement n'a pas préparé les Français lors de la campagne présidentielle parce que c'était impopulaire de le dire, et le sujet essentiel, c'est pas une question de demande, c'est pas est-ce qu'on peut limiter la consommation des Français, c'est est-ce qu'on arrive à produire plus.